C'est la rencontre des premiers ministres du Canada. Puis là, il a été question de la vente d'alcool entre les provinces. On va en parler avec François Fournier. Bonjour François. Bonjour à vous deux. Qui a accepté le deal? Qui a refusé le deal? Ben, c'est ça. C'est que pourquoi ça m'a fait un petit pincement parce que quand j'ai vu le titre de l'article, comme disait mon ami Renaud Brossard, j'ai pas été surpris de deviner intuitivement qui n'avait pas encore signé l'entente. Donc, les 9 des premiers ministres ainsi que les responsables des territoires, des différents territoires ont signé l'entente permettant la vente d'alcool interprovincial, faisant tomber finalement certaines barrières interprovinciales à la vente d'alcool là, qui nuit essentiellement aux producteurs canadiens qui peuvent pas directement, sans passer par les monopoles des différentes provinces, vendre leurs produits un peu partout. Eh bien, tout le monde a signé, sauf le Québec. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'on précise que le Québec a l'intention de signer. Donc, c'est dans l'article, on dit qu'il compte signer dans un avenir proche en autorisant les entreprises à vendre directement aux consommateurs d'ici février 2027. Donc, moi, je comprends pas pourquoi un gouvernement qui s'est dépêché de faire approuver un paquet de patentes en processus accéléré en fin de session parlementaire. On a essayé de faire adopter une constitution, on a fait des lois sur les boissons énergisantes. Bref, on a mis l'agenda législatif en accéléré. Là. Ça pressait de faire adopter plein de choses. Mais pour un dédale un peu administratif comme celui-là, auquel on s'est déjà commis, parce que le Québec a signé l'entente lorsqu'il y a eu la rencontre des premiers ministres avec Mark Carney, disant que oui, nous aussi, on s'engageait à essayer de donner un coup de main en limitant les restrictions au libre-échange interprovincial. Ben ça, on n'avait pas le temps. Là. Ça va aller en 2027, alors qu'on sait très bien que probablement on aura un nouveau gouvernement à ce moment-là. J'ai trouvé ça un peu spécial comme justificatif. OK, mais François, juste pour être clair pour nos auditeurs, là, on parle de cette vente directe aux consommateurs. Là. Précise-nous exactement qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur les tablettes, comment ça fonctionne, parce que ça peut porter à confusion quand même. Ben, c'est-à-dire que présentement, croyez-le ou non, si vous essayez, par exemple, en tant que Québécois, d'acheter du vin qui serait produit soit dans l'Ouest ou en Ontario, aux endroits où c'est propice de le faire, vous pouvez pas l'acheter directement. Vous devez passer par la SAQ pour le faire, ou vous vous rendez sur place. Et il y a déjà eu des trucs qui se sont rendus en justice pour ça, des gens qui étaient partis avec des camions pour aller chercher du vin en Ontario, le ramener au Québec, et on disait que c'était illégal de faire ça pour des raisons de santé publique et autres, mais plus largement, ça s'inscrit dans un processus où on dit, en gros, ben, comme les Américains semblent dans une logique protectionniste où, en gros, ils peuvent nous mettre des tarifs, les enlever, les remettre, essayer de mettre des systèmes protectionnistes, la moindre des choses, ce serait qu'on s'aide un peu nous-mêmes. Et là, il y a 2 estimations qui avaient été faites, une très conservatrice et une plus optimiste, je dirais. Là. La conservatrice, c'était celle de l'Institut économique de Montréal et d'autres instituts canadiens qui disaient que ça pourrait amener de la croissance jusqu'à 69 milliards de plus par année en termes de PIB si on abolissait les différentes barrières. Il y a d'autres estimations beaucoup plus optimistes que je pense sont un peu exagérées, où on disait que c'était aux alentours de 200 milliards. Ça me paraît un peu optimiste, là, le 200 milliards, mais même si c'était la version conservatrice, c'est-à-dire peu optimiste, là, c'est quand même de la richesse qui est créée un peu ex nihilo, là, au sens où c'est des... Quand je vous dis, il y a des exemples là-dedans qui sont un peu ridicules, au sens où, par exemple, la limite de poids. La limite de poids pour un camion varie d'une province à l'autre. Donc là, mettons que vous changez, vous n'êtes plus au Québec, vous arrivez au Nouveau-Brunswick, ben là, votre chargement devient comme par magie trop lourd et vous n'êtes plus réglementaire pour rouler sur la route, vous devez aller vous déchirer. Là, ça, il me semble que c'est il me semble que c'est des dédales administratifs et des entraves au commerce qui sont pas nécessaires. Et je pense qu'on devrait un peu mettre la pédale d'accélérateur là-dessus puis se dire, ben, tu sais, à part quelques exceptions, il me semble que si c'est bon pour une province, ça devrait potentiellement l'être pour l'autre, surtout pour ce qui est de sécurité, mettons, ou de ce genre de normes-là. Mais Christine Fréchette te répondrait parce qu'elle a tweeté sur le sujet que le Québec, je la cite, souscrit aux objectifs de cet accord. Par contre, son adhésion formelle nécessite des modifications aux lois afin de permettre son entrée en vigueur. Et ces changements pourront être apportés dès la reprise des travaux parlementaires à Québec. Il faut voir, il y a des élections qui s'en viennent, le Parlement est fermé. S'il faut changer la loi pour dire formellement c'est accepté, ça a passé au vote, ben, je veux dire, il faut attendre effectivement que le Parlement rouvre, là. Oui, sauf que ça fait des mois et peut-être même au-dessus d'un an. Mais tu as bien vu, François, quand même, qu'ils ont été débordés, là, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il y avait d'autres priorités que celle-là sur la table.
Ben, je comprends, mais on conviendra que mettre du temps et de l'énergie sur une constitution qui est un peu arrivée de nulle part pour la faire adopter comme en catastrophe en fin de mandat, il me semble qu'il y avait peut-être des... Je dis pas que je suis pour ou contre la constitution, c'est pas ça le point, mais il me semble que ça, c'était quelque chose sur lequel on aurait dû dire ben ça va prendre une nouvelle législation parce qu'on a besoin de temps. C'est sérieux, une constitution. Il ne s'agit pas juste de lever une entrave au commerce, là. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est ça. C'est une question de priorité. Est-ce que c'était prioritaire le commerce interprovincial de l'alcool versus la Constitution? Pas sûr qu'à ça semblait l'aide pour les autres provinces, en tout cas. Oui, ben oui, c'est sûr. Ils n'ont pas d'enjeu de la Constitution. Oui, il y a ça aussi. Puis peut-être qu'ils ont peut-être plus de vin à vendre, quoique au Québec, on en vend des produits d'alcool aussi beaucoup. Mais je veux dire, est-ce qu'on en exporte beaucoup dans les autres provinces? Ça, c'est une vraie question, effectivement. Sinon, tu veux nous parler quand même d'une histoire très particulière. On apprend là que ici, si jamais vous êtes condamné pour ce qu'on appelle du trafic humain, là, c'est vraiment, on s'entend, là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. La peine peut être extrêmement légère, François. Ben, puis aux États-Unis aussi, parce qu'en fait, les trois hommes qui sont visés par ça, ce sont 3 personnes qui seront condamnées aux États-Unis. Et on apprend que la peine peut être aussi peu sévère que 5 ans. Donc, je présume, voyant en général quels sont les parallèles entre le système américain et canadien, je présume qu'au Canada, c'est probablement beaucoup moins que ça. Et ça me semble assez inquiétant. Donc, l'histoire raconte en gros un système de passeurs de migrants illégaux, finalement, dans lequel il y a des organisations criminelles mexicaines qui sont impliquées. Et on nous dit, une fois les migrants clandestins entrés aux États-Unis, l'association employait des chauffeurs pour les récupérer et les conduire plus profondément dans le pays, où après, ces gens-là traversaient illégalement au Canada. Donc, tu sais, on a beaucoup accusé Donald Trump de faire de la démagogie sur l'immigration illégale, le mur, le Mexique, tout ça, mais derrière la rhétorique un peu, beaucoup exagérée, même à certains égards, il y a quand même un fond de vérité là-dedans, c'est que les systèmes de passeurs et de migrants illégaux et de trafic humain existent, là. Il existe au point tel qu'il y a des gens qui remplissent les prisons américaines de ça. Peut-être la réflexion qu'on pourra avoir, c'est peut-être 5 ans, c'est pas assez pour dissuader des gens d'être à la tête de ce type de réseau-là. Il me semble que 5 ans pour avoir organisé, parce qu'il y a plusieurs crimes là, qui sont mis là-dedans. Non seulement ils appartiennent à une organisation criminelle, ils traversent les frontières illégalement, ils organisent du passage de gens qui, eux aussi, sont là illégalement. Les chauffeurs sont employés de manière illégale. Donc, tu sais, c'est beaucoup de crimes qui s'accumulent les uns par-dessus les autres. Et 5 ans, bon, on dit que ça peut aller jusqu'à 15, dépendamment des chefs qui sont retenus. Mais 5 ans de prison pour faire du trafic humain, il me semble que c'est pas dissuasif. Là. On oublie attends une minute. Là. Dans le National Post, la semaine passée, il racontait l'histoire d'un homme qui n'a pas la citoyenneté, qui a agressé une femme. Et quand il a été condamné, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, on a déterminé qu'il ne fallait pas non plus lui donner la grosse peine parce que sinon, il pouvait peut-être déporter. Fait que là, je t'écoute me dire tout ça. Là, si les passeurs n'ont pas leur citoyenneté puis qu'on leur donne 15 ans puis qu'ils peuvent être déportés, il faut penser à eux, là. Attends une minute, là. C'est ça, il faut être respectueux. Il faut penser à eux. Tu sais, on parle beaucoup des victimes au Canada puis au Québec. Il faut parler des agresseurs un peu. Oui, c'est ça pourrait compromettre leur projet de vie, effectivement. J'avais pas contemplé cette possibilité, vous me pardonnerez. Oui, c'est ça. Quelle belle âme es-tu, Rémi, là-dessus. Oui, Rémi, j'ai peur sous la main. Amenez-moi de l'eau, là, je pense que je tu as cette bienveillance. C'est le mot d'ordre, la bienveillance. Parlons aussi de ça. Ça, c'est quand même... On en a souvent parlé de cette histoire-là, d'interdire les réseaux sociaux, les différentes plateformes comme ça pour les jeunes, pour les mineurs, pour les moins de 15 ans. Là, ça s'est fait. Hein, la France qui a interdit maintenant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une première en Europe. Toi, tu voulais revenir sur le fait qu'en Australie, on a fait ça quand même avant. Il y a eu des études. Comment ça se passe? Ben, c'est ça. Ben, je commencerai par dire la chose suivante. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de gens qui remettent en question réellement le constat de base que les réseaux sociaux, la dépendance à de la technologie, c'est un problème. Ouais. Moi, j'ai lu avec attention le livre Génération anxieuse qui est sorti il y a quelques années et ça fait état quand même très sérieusement de ça. Donc, c'est vrai que les téléphones peuvent être un problème addictif pour les jeunes. C'est vrai que les réseaux sociaux le sont. Tout ça est un problème. Après, la question, c'est comment on fait pour adresser ce problème-là de la manière la plus efficace. Et effectivement, en Australie, ils ont fait une loi et là, la raison
raison pour laquelle je trouve que c'est important d'en parler, c'est que le Canada prétend vouloir suivre les pas. Même au Québec, on a eu ces discussions-là. Et en Australie, ce qui est intéressant, c'est que le phénomène est étudié autant par des gens à gauche qu'à droite. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc, tu as un think tank qui s'appelle Brookings aux États-Unis qui est plutôt à gauche, qui a étudié le cas australien. Et tu as d'autres think tanks plus à droite qui les ont étudiés. Et ils soulèvent essentiellement les mêmes points qui sont les suivants. C'est que entre 70 et 85% des jeunes auraient toujours accès aux réseaux sociaux malgré l'interdiction qui a été mise de l'avant. Et ce que ça fait, entre autres, c'est que comme c'est même précisé dans l'annonce française, tous les adultes devront dans le fond, valider leur identité pour justifier leur âge, pour pouvoir avoir accès à ces plateformes-là. Et ça pose un paquet de questions sur la sécurité de vos données personnelles. Parce que si sur n'importe quel site de réseau social, vous devez envoyer une photo de votre permis de conduire ou d'une carte qui contient des informations qui sont vos informations personnelles, quelle garantie nous avons, par exemple, que ces grandes plateformes-là vont effacer ces données-là après et ils n'iront pas, par exemple, les vendre aux plus offrants ou ce genre de choses-là. Donc, problème que la mesure est plus ou moins efficace parce que les jeunes continuent d'y avoir accès de toutes sortes de manières et problème aussi au niveau des données personnelles. Et un autre point qui est soulevé par les gens plus à gauche, c'est aussi l'idée de dire que on ne sait pas encore quel effet ça va avoir sur l'isolement. Parce qu'un des problèmes qui est visé souvent, c'est de dire les jeunes sont isolés sur les réseaux sociaux, puis ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont pas d'amis. Puis eux, ce qu'ils soulevaient, c'était l'idée que, par exemple, un jeune qui est dans un processus pour faire un coming out, mettons, les découvre qui est homosexuel, tout ça, potentiellement que les différents forums sur les réseaux sociaux auxquels il peut avoir accès, les pages, va le mettre en contact avec des gens qui vivent la même réalité que lui. Et si on les bloque de ces plateformes-là, ben possiblement qu'ils vont vivre encore plus de solitude par rapport à leurs différences. Je dis pas que je dis pas c'est quoi mon opinion par rapport à ça, c'est pas important. Je vous dis ce qui est rapporté dans les différentes études. Donc, moi, mon point, c'est de me dire, considérant ça, là, que c'est critiqué autant à gauche qu'à plus à droite, on va dire, quelle est l'urgence d'adopter une législation similaire? Ça vaudrait peut-être pas la peine de prendre le temps d'étudier ça, de voir comment on pourrait faire pour avoir une meilleure mesure, une meilleure législation, parce que je pense qu'il y a effectivement un enjeu. Là. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire. Je suis quand même assez lucide là-dessus. Je pense que c'est un problème pour les jeunes d'estime de soi, de tout ce que vous voulez, là, de différentes maladies, même comme l'anorexie qui se développe et ce genre de choses-là. C'est très bien documenté d'ailleurs dans le livre Génération anxieuse. Mais il me semble qu'il n'y a pas de presse à copier des lois qui, visiblement, ont vraiment leurs limites. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'on copie parce qu'on se dit on ne peut pas non plus attendre de voir si ça marche, parce qu'attendre de voir si ça marche, c'est 5 ans, c'est 6 ans, si c'est pas 10 ans. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on va avoir fait avec cette génération-là? Il va falloir se mettre à parler d'une génération sacrifiée. C'est peut-être ça la logique derrière le fait de copier. Si on se dit, si partout ils font ça, dans des pays qui nous ressemblent, ben, c'est peut-être une bonne idée. Fait allons là, puis si c'est une mauvaise idée, on va être 10 à être sautés dans ce mauvais vaisseau-là, mais on va être 10 dedans. Ouais, sauf que, je pense qu'il y a le biais d'action qui est un peu derrière ça, là, qui consiste à dire mieux vaut systématiquement faire quelque chose que rien, et pas toujours bon conseiller. Puis si on se retrouve avec, par exemple, un grave problème de fuite de données personnelles, par exemple, comme ça, on se rappelle du scandale chez Desjardins notamment, c'est pas ça qu'on veut non plus. Les données personnelles des gens, la sécurité des données sur Internet, c'est un vrai sujet, là. C'est un vrai sujet qui est important. Et là, si on se dote de mesures qui mettent ça en péril parce que c'est fait sur le coin d'une table, il me semble que c'est particulièrement problématique. Et l'autre point, c'est que je pense que les pays ont intérêt à prendre en considération leur propre réalité pour ne pas systématiquement copier les lois. Tu sais, qu'est-ce qui advient en réalité de nos spécificités culturelles, de notre identité, de tout ce que vous voulez, si en gros, on prend plus le temps de faire nos propres lois, on fait juste copier celles qu'il y a ailleurs. T'sais, les Australiens, ils ont leur réalité. Je pense que les Français ont la leur, les Canadiens, les Québécois ont la leur. Moi, je vois pas pourquoi on prend une loi qui a été pensée dans le contexte australien. On dit, parfait, c'est ça que ça prend chez nous. Mais peut-être pas non plus. Non, oui, mais tu sais, il y a l'interdiction, puis il y a aussi les choses autour, tu sais, l'éducation, cette communication-là avec les jeunes, le soutien psychologique aussi, puis ça, on sait que c'est souvent le parent pauvre, hein, l'accès pour la santé mentale, l'éducation là-dessus. On en demande beaucoup à nos professeurs, mais peut-être qu'on n'a pas le choix. Il y a peut-être quelque chose avec les écoles, je dis pas que c'est les profs, mais tu sais, sur la santé mentale, à un moment donné, il y a peut-être un enjeu qu'on doit investir davantage là-dessus. On le sait, là, il y a des impacts.
impacts, on le sait, on peut pas dire qu'on ne savait pas, on sait que ça a des impacts. Ensuite, sur les messages d'intérêt public, moi, je me dis, des fois, il y a des publicités, tu sais, t'ouvres n'importe quoi, là, tu vas ouvrir, par exemple, dans des pages de médias, des pages web, tout ça, tu vas avoir une publicité qui va apparaître. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre? Pas nécessairement de publicité, mais tu vois, une espèce de message d'intérêt ou quelque chose où tu vas rejoindre les jeunes dans leur façon de communiquer aussi. Est-ce que c'est une partie de la solution? Est-ce que le fait que si on met une loi d'interdiction, tu mets aussi des lois pour la question de la protection des données, c'est peut-être ça aussi. On investit juste sur l'interdiction, mais on n'investit pas sur les autres éléments qui devraient arriver en même temps. C'est peut-être ça le problème. Oui, bien, juste les points que tu viens de soulever me paraissent absolument importants, d'où l'idée de prendre le temps, justement, de bien penser à une mesure avant juste de simplement imiter ce que font les autres. Puis quand j'ai vu que M. Carney disait il faut faire ça, là, M. Macron a comme repartagé son truc en disant bienvenue dans le club. Je me disais, mais les lois, c'est pas un club social. Tu sais, la législation, ça, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il faut prendre le temps, il faut entendre des comités, des gens qui vont venir déposer des mémoires. Je pense il y a des gens qui ont une expertise là-dedans, ils peuvent venir se prononcer. C'est pas une course à savoir qui fait juste comme les autres, là. Oui, puis en plus, il n'y a rien de pire, je pense, qu'une loi que tu édictes, mais que tu n'es pas capable de faire appliquer. Ça, je pense que ça ne sert absolument à rien. Merci François Fournier. On se voit demain. Merci beaucoup. Bye bye.